Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Ancien député et désormais à la tête de la mairie de Thiers depuis bientôt 40 ans, Richard Delagnola est notre invité. Éducation, jeunesse, culture, on parle de tout avec lui dans quelques instants. Il sera avec nous sur ce plateau. S'ouvrir à la complexité de l'école, c'est ce que l'on fait chaque jour dans cette émission. Mais c'est surtout le titre du livre co-dirigé par notre invité. On en parle avec lui dans la seconde partie de l'émission. Dans sa chronique, Guillaume Blanc fera la lumière sur l'histoire des Jeux Olympiques et de sa fameuse flamme que l'on voit passer de main en main dans les villes de France. Mais tout de suite, place à l'actualité de l'éducation avec Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. L'école recherche désespérément des professeurs en vue de la rentrée prochaine. Et c'est le constat du syndicat majoritaire des enseignants, le SNUPIPP FSU, selon les premiers résultats des épreuves d'admissibilité au concours de professeurs des écoles. Tous les postes ne seront pas pourvus. En moyenne, il y a eu donc 1,46 candidats par poste contre 1,42 en 2023, 1,61 en 2022. Par ailleurs, il y a des disparités entre académies, comme l'expliquait jeudi dernier la ministre de l'Éducation au micro de France Info. Oui, nous savons que nous sommes en difficulté pour le recrutement des enseignants et il est vrai qu'à Versailles et à Créteil, puisque les concours sont régionalisés, nous savons qu'il y a des difficultés de recrutement. Ce n'est pas vrai dans toutes les académies. Bien entendu, nous allons devoir recruter des personnels contractuels pour la rentrée prochaine. Alors rappelons que le gouvernement a modifié il y a peu la formation initiale des profs pour la prochaine session de recrutement qui aura lieu en mai 2025. Le concours sera accessible à Bac+3 avec ensuite 2 années supplémentaires qui seront rémunérées pour les candidats. 900 € par mois la première année, puis 1800 € par mois la seconde année, jusqu'au donc master. Allons-nous vers la fin du congé parental? Les concertations débuteront ce mercredi. Avec autour de la table les syndicats, le patronat et les associations. Et dans le dossier, le congé de naissance. L'annonce en a été faite hier par la ministre déléguée en charge des familles, Sarah El Haïry, dans la tribune du dimanche. Elle s'est expliquée, elle a détaillé cette réforme. C'était chez nos confrères de RTL, elle a passé son grand jury. Le congé de naissance, c'est un nouveau droit. Et un droit qui vient corriger d'une certaine manière la prépare qui est ce congé forfaitaire. On peut aller jusqu'aux 3 ans de l'enfant pour 448 €. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vivre avec 448 €? La grande majorité, c'est non. L'idée, c'est de le réduire, de mieux l'indemniser parce qu'il sera proportionnel au salaire et de créer une opportunité, au moins la liberté de se dire est-ce que je peux m'arrêter ou pas en pouvant assurer le loyer, les charges de la voiture et en même temps de construire une égalité puisqu'elle est valable pour les 2 parents, 3 mois chacun, pouvant venir compléter le congé paternité accueil du jeune enfant et le congé bien sûr maternité qui ne bouge pas. Alors à l'initiative Emmanuel Macron qui en avait détaillé les contours, c'était dans les colonnes du magazine Elle, avec une possible mise en place d'ici la fin 2025. Parlons à présent de ce dispositif mis en place par le gouvernement qui doit rémunérer les stages des lycéens en bac pro. Et bien bilan, 300 000 jeunes n'ont pour l'heure rien reçu. Une information révélée par nos confrères de RMC. Depuis septembre, le gouvernement doit rémunérer les stages effectués par ces lycéens. 50 € par semaine en classe de seconde, 75 € en première, 100 € pour les terminales. L'objectif, valoriser ces filières. Et pour Axel, plusieurs centaines d'euros sont en attente. C'est le cas aussi de son camarade. Témoignage recueilli par RMC. C'est quand même national. On est des centaines de milliers à avoir besoin d'une aide. On va avoir les grosses dépenses qui vont arriver. Donc je pense par exemple au permis. C'est inadmissible qu'il y ait un tel retard et que personne n'en parle. Alors à date, sur les 627 000 lycéens, la moitié a été payée. Le ministère de l'Éducation nationale évoque un processus qui a pris du retard sur le plan informatique. Le ministère qui se veut rassurant, toutes les périodes de formation feront l'objet d'un versement avant la fin de l'année scolaire. En bref, dans le Pas-de-Calais, 18 collégiens de 14 à 15 ans intoxiqués après un défi relevé au sein de leur établissement. Manger un piment rouge, voilà ce qu'a ramené l'un de leurs camarades. C'est un défi qui cartonne en ce moment sur TikTok et sur YouTube. Mardi dernier, 12 garçons, 6 filles qui reprenaient le chemin des cours quand d'un coup les élèves ont été pris de malaise, de sueur, de brûlure d'estomac. Les pompiers sont intervenus pour prendre en charge et examiner ces élèves. Aucun collégien n'a été transporté à l'hôpital. Ils ont par la suite été confiés à leur famille.
Pour terminer, vous nous emmenez en Moselle avec une initiative originale de la part des parents pour sauver leur classe. Et pour le moins insolite, début janvier, l'inspection académique a envoyé un courrier au maire. Seulement 94 élèves inscrits dans l'établissement. Il en manque 4 pour atteindre le seuil des 98 et ainsi sauver l'une des 5 classes de l'école. Face à la recherche vaine de 4 nouveaux enfants à scolariser, la décision a été prise tout simplement d'inscrire 4 moutons d'un agriculteur local. L'inspection qui compte les enfants comme des moutons. Donc nous sommes allés au bout de l'absurdité en inscrivant 4 moutons, a plaidé une maman et la vice-présidente de l'association des parents d'élèves. Les 80 ont même passé d'ailleurs quelques heures dans la cour de récréation. Ils ont un nom, ils ont un prénom, ils ont des parents, une date de naissance. Ils ont d'ailleurs été inscrits et déclarés à l'éducation nationale. Alors en attendant la réaction de la tutelle, l'association a réfléchi à de prochaines actions. Sachez que ces 4 moutons sont retournés paisiblement dans leur prairie. Merci beaucoup Guillaume. Maire de Thiers depuis 1983, Richard Delagnola a commencé sa carrière au ministère de la Justice. Il a été député pendant plus de 10 ans et maintenant il est engagé donc pour sa ville depuis bientôt 40 ans. Il vient nous parler des évolutions bien sûr et des moyens mis en place pour l'éducation, le sport, pour l'e-sport également et la jeunesse de Thiers. On en parle avec lui tout de suite. Monsieur le maire Richard Delagnola, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur le Grand JT. Vous êtes maire de Thiers et vice-président de la métropole du Grand Paris. On est ravis de vous recevoir sur le Grand JT. La situation de l'école en France est assez complexe, pour pas dire terrible, depuis plusieurs décennies maintenant, avec notamment un problème d'attractivité du métier de professeur. Le Premier ministre et même le chef de l'État avait promis un professeur devant chaque élève. La réalité est bien évidemment tout autre. Les chiffres sont tombés, on en a parlé dans le Grand JT avec Guillaume Blanc tout à l'heure. Les chiffres du recrutement de professeurs des écoles sont tombés ce matin, ce n'est pas bon, notamment dans l'académie de Créteil. Est-ce qu'il y a une pénurie aussi chez vous, à Thiers, des professeurs des écoles? Alors, de manière générale, c'est vrai, l'actualité est très difficile pour le recrutement des professeurs. À Thiers, pour l'instant, nous n'avons aucune difficulté. Nous avons un professeur devant les élèves dans chaque classe de chacune des écoles de la ville. Mais c'est vrai que les choses sont tendues et que l'éducation est un sujet majeur aujourd'hui qui mobilise beaucoup de partenaires, les enseignants bien sûr, les parents d'élèves, les collectivités. C'est un sujet qui est au centre du débat aujourd'hui. J'imagine que vous l'avez su et aussi lu comme moi. La maman, par exemple, de Léana a pris la parole sur France Info, se plaignant d'une maîtresse qui était absente. Alors évidemment, on le comprend, elle était absente pour congé maternité, sauf que le remplacement n'a pas été fait. Et quand elle a contacté le rectorat lui a répondu, eh bien, vous vous connectez à EduSchool, vous imprimez les fiches qui sont normalement faites pour les enseignants, et puis vous faites travailler votre fille. Vous comprenez son étonnement, sa réaction? Je comprends ça. Son étonnement, cette réponse est facile à faire. C'est dommage, très dommage, puisque l'éducation des jeunes est aujourd'hui un sujet essentiel, primordial. Et je n'imagine pas qu'on puisse renvoyer les parents d'élèves aux fiches préécrites. Non seulement aux fiches préécrites, mais on se doute bien que cette femme, par exemple, qui a un emploi, ne peut pas se permettre de quitter du jour au lendemain son emploi pour pouvoir donner cours à son enfant. Quand vous dites que vous n'avez pas de problème dans la ville de Thiers, évidemment, on imagine que cette situation était dite exceptionnelle pour cette maman. Mais comment vous faites pour pallier ce type de problème quand même, quand il arrive? C'est une difficulté. On intervient auprès de l'inspection de l'académie, auprès du rectorat. On essaie de veiller au grain, de faire en sorte que une sorte de plénitude s'établisse dans les écoles. Nous avons 13 écoles aujourd'hui à Thiers, 7 écoles maternelles et 13 écoles en tout, 7 et 6. Ce sont des écoles qui fonctionnent bien, ce sont des écoles où il y a une direction qui tourne et nous sommes en appui, autant qu'on puisse, et autant que ce soit notre mission aussi, en appui des équipes pédagogiques. Et donc les choses se passent relativement bien, sans trop de difficultés majeures. Vous avez le sentiment, en tout cas, que les parents, les enseignants, ainsi que vous, à la mairie, tout est assez fluide dans à la fois la communication et la prise en compte de la réalité des problèmes du quotidien? Oui, parce qu'il y a une communauté éducative qui se tient, qui est cohérente, qui est solide et qui donne, au fond, le sentiment qu'il y a là quelque chose qui va de l'avant. On est dans quelque chose qui... Alors, on est dans une ville de 31 000 habitants, bien entendu, donc ce n'est pas une grosse structure. Nous sommes en liaison permanente avec les équipes enseignantes et les choses se passent jusqu'à ce jour
plutôt bien. Je parlais d'école primaire, puisque effectivement les mairies ont en charge de l'école primaire. Mais si on prend un petit peu plus de hauteur par rapport à tous les jeunes qui habitent la ville de Thiers, mais aussi dans l'académie autour, le département et même la région, qu'est-ce que vous pensez du pacte enseignant mis en place par le gouvernement? Écoutez, ce n'est pas une mauvaise chose. Nous avons aujourd'hui un Premier ministre qui a quand même lancé quelques initiatives au niveau de l'école. Je trouve qu'on va dans le bon sens, qu'on aille dans le bon sens. Quand Gabriel Attal a lancé ses projets de rétablir l'autorité, de faire en sorte qu'il y ait des classes de niveau, que l'excellence soit plus recherchée dans l'école, je trouve que c'est quelque chose qui, au fond, est attendu. Maintenant, le reste, il faut trouver les moyens, il faut trouver les professeurs, il faut que chaque prof soit motivé pour ce qu'il fait. Et il faut que le climat aussi, dans certains établissements, je pense notamment au secondaire, soit des climats qui soient plus apaisés qu'aujourd'hui. C'est vrai que dans le secondaire, les difficultés sont là, devant nous. Vous le ressentez au quotidien aussi, notamment à Thiers? Alors on le ressent parce que nous avons un lycée qui est un gros lycée qui récupère à la fois les élèves de Thiers mais aussi de Choisy-le-Roi et d'Orly. Ça crée là des distorsions et quelquefois des rivalités au niveau des élèves du secondaire. C'est compliqué. On a justement de bonnes équipes enseignantes, mais ce n'est pas toujours facile. Et comment vous faites pour justement résorber ces problèmes à la fois de crispation ou même de violence, alors que, effectivement, je le disais, vous êtes en charge de l'école élémentaire et non pas justement bien sûr. Du secondaire? Alors, pour l'élémentaire, on est en charge du clos et du couvert, en quelque sorte. Pour les établissements secondaires, on est en relation permanente avec les principaux ou les proviseurs, et nous sommes au contact d'eux. Donc, on est mobilisable dès qu'il y a un sujet. On essaie d'anticiper avec les équipes des sujets qui peuvent survenir. Mais ce n'est pas toujours évident et ce n'est pas toujours non plus une réussite. Il y a effectivement des conflits, il peut y avoir un certain nombre de frottements au sein de ces établissements et le climat est quelquefois un peu compliqué. Alors le climat, on en a beaucoup évoqué, le climat des tensions, effectivement, oui. Même au sein, alors à l'extérieur de l'école et maintenant au sein même des écoles. Vous avez équipé la ville, je crois, de caméras. Oui. Est-ce que cela a servi et ça a suffi à faire tomber la délinquance? La délinquance du quotidien est tombée de 50% en 10 ans grâce aux caméras parce que c'est un outil de prévention, bien sûr. Un outil qui peut servir quand on observe un certain nombre de faits délictueux ou qu'il y a un problème, ou qu'il faut appeler les pompiers ou un médecin sur la voie publique. Mais aussi, ça sert, et les gens le savent maintenant, ces caméras servent à déceler toute tentative de créer des troubles ou des délits. Et au fond, ça rend prudent. Et donc, ça dissuade les jeunes? Ça dissuade beaucoup, beaucoup. Les gens le savent. Et donc, dès qu'on rentre dans Thiers, on sait qu'à tout moment, on peut être sans doute filmé s'il y a quelque chose de délictuel qui se produit. Vous avez participé aux travaux de la commission informatique et liberté, oui, travaux qui ont commencé il y a quelques années maintenant, lorsque vous étiez membre du cabinet du ministre de la Justice à l'époque. Alors ça devait être avant 78, puisque la loi a été votée en 78, il me semble. On parle justement des caméras. La loi informatique et liberté, c'était aussi la protection des données personnelles. Oui. Comment arrivez-vous à combiner à la fois cela, c'est-à-dire que la protection des données et en même temps l'idée de pouvoir protéger ses administrés? Cette commission a été mise en place à un moment où on parlait d'un système qui s'appelait Safari. C'est le système automatisé des fichiers administratifs et du répertoire des individus. Il s'agissait de regrouper tous les fichiers, de les interconnecter. Sécurité sociale, police, justice, éducation nationale. Il y a une levée de bouclier contre ce projet qui est attentatoire au fond aux libertés publiques et aux libertés individuelles. Et cette commission a eu pour mission à la fois de réglementer l'utilisation de l'informatique et de permettre au fond d'avoir un droit de contestation des données personnelles qui sont concernées par individu. Un individu peut être à un moment donné concerné dans sa vie parce que des données objectives finissent par faire une donnée subjective quand on les groupe ensemble. Et donc la mission de cette commission était de dissocier tous ces éléments, de permettre d'établir des règles pour que quiconque ne soit poursuivi dans sa vie ou dans sa carrière par l'informatique, mais qu'en même temps on ait un droit d'accès et de contestation des éléments qui vous concernent. Quand on a un fichier quelque part, il faut qu'on puisse y accéder, contester les éléments qui nous concernent. C'est toute la mission de la commission informatique qui a produit la CNIL ensuite, qui a la Commission nationale informatique et liberté. Alors, beaucoup de choses à dire dans ce domaine aujourd'hui, évidemment. Quel regard vous portez aujourd'hui sur l'utilisation de l'informatique de manière générale et des réseaux? C'est une préoccupation parce qu'il y a le pire, le meilleur et le pire, comme on dit, dans l'informatique et les réseaux. Nous sommes aujourd'hui devant un bouleversement complet
des habitudes. Nous sommes très vigilants sur ces sujets et il faut que nous prenions conscience que c'est une chance, que l'informatique se développe, que les réseaux se développent, que l'intelligence artificielle aussi puisse se développer, à condition évidemment de maîtriser tous ces phénomènes et d'être bien au fait des risques ou des dangers que ça peut comporter. Alors, risques et dangers, vous parlez aussi d'une forme de liberté. J'ai lu plusieurs interviews à ce sujet. Est-ce que pour vous, le numérique peut être aussi source d'émancipation, notamment pour les jeunes de la ville? Alors, le numérique est une source non seulement d'émancipation, mais d'approfondissement des connaissances. Nous avons aujourd'hui un niveau de concentration des élèves qui a baissé depuis des dizaines d'années. Et donc, le numérique est au fond une chance qui permet aux élèves de s'intéresser à cette technologie nouvelle, qui est le numérique, et qui leur permet au fond des approches qui n'étaient sans cela pas du tout possibles. Et donc c'est une chance, à la fois une approche qui est intellectuelle, une approche de découverte, une approche qui est aussi ludique, et qui permet à travers les outils ludiques et créatifs de s'intéresser à la vie autour d'eux. Et donc c'est une chance. Néanmoins, il faut quand même être vigilant sur tous ces outils qui soient utilisés d'une manière très, très précautionneuse. Mais alors comment être vigilant quand on est maire de sa ville et qu'on favorise à la fois un accès à Internet à haut débit et en même temps qu'on promeut, et on va y venir, l'e-sport, le e-gaming, quand on promeut l'intelligence artificielle, comment on fait pour pouvoir protéger aussi ces enfants des dérives d'Internet? Il faut mettre des barrières. Quand nous avons, nous, l'informatique par Internet dans chacune des écoles élémentaires, ces barrières sont des barrières normées par les textes. Elles ne sont pas ouvertes à tous les vents dans la connaissance et dans l'approche de ce qu'est le numérique, mais au contraire, c'est un outil de connaissance, un outil qui permet, au fond, d'aller plus loin dans la curiosité qu'ont les élèves de découvrir le monde. C'est en cela que le numérique est quelque chose de précieux. Mais il faut mettre en place des barrières qui interdisent, au fond, les dérapages, les dérives. Alors, face justement à l'inquiétude générale de l'impact du numérique sur les jeunes, et notamment des dérives que vous venez de citer, vous avez décidé de prendre ce contre-pied en offrant donc une scolarité qui met le numérique en avant dès la primaire. Et 2 écoles sont pilotes, Charles Péguy et Saint-Exupéry. Pourquoi avoir fait ce choix des tablettes dès l'école élémentaire? Parce que les matériels informatiques que nous avions étaient devenus obsolètes, parce que les batteries commençaient à s'user, et qu'il fallait faire un grand saut qualitatif. Et donc ces tablettes permettent aux jeunes de ces écoles d'être dans une expérience nouvelle, à la fois intéressante, ludique, curieuse et pédagogique aussi, puisqu'elles permettent à la fois de s'intéresser à la langue, aux maths, aux jeux, bref, à tout ce qui est la curiosité des élèves aujourd'hui. Et cette approche-là est très fructueuse, puisque l'expérience que nous avons lancée l'an dernier est aujourd'hui validée, et qu'elle va peut-être s'étendre à d'autres écoles. On proposera à 2 autres écoles maintenant de pouvoir se raccrocher à ce système de tablettes qui permettent à chacun de découvrir le monde. Des enfants devant les tablettes en CP ou même en CM1 ou CM2 ou en petite section, est-ce que les parents étaient tout de suite partants? Les parents d'élèves ont été associés, non seulement les équipes pédagogiques, mais les parents d'élèves aussi. Et aucun n'était réfractaire? Aucun. Comment ça se fait? C'est un miracle chez vous, Attier. Nous vivons dans le siècle du numérique. C'est quelque chose qui est assez vertueux, au fond, pour les gens, dès lors qu'il n'y a pas d'abus. Et il n'y a pas eu de vent contraire contre ces initiatives. Et nous sommes aujourd'hui dans quelque chose qui va s'étendre. Parce qu'ils savaient, les parents savaient que vous alliez borner, si je puis dire, effectivement, ces accès numériques, que effectivement sur ces tablettes, il y aurait les programmes, j'imagine, scolaires, uniquement pour la lecture ou aussi pour l'écriture, déjà, première question. Et puis peut-être borner à seulement des accès qui seraient des accès de connaissances pure et dure. Alors, les programmes sont ceux de l'éducation nationale. C'est-à-dire que nous sommes sur ces rails-là et on ne déborde pas. Et ces connaissances sont à la fois la lecture, l'écriture, comment dirais-je, la connaissance aussi de ce qu'est le verbe, de ce qu'est au fond la découverte du monde. Il y a des jeux, c'est assez ludique aussi. Et à travers cet ensemble de moyens, on arrive à intéresser les élèves. Et ils sont beaucoup passionnés que écouter un professeur ex cathedra de sa chaise. C'est quelque chose qui est passionnant. Alors, les parents étaient d'accord, je l'entends. Est-ce que les enseignants étaient aussi partants? Parce que les enseignants devaient être formés aussi pour ça. Oui, c'était essentiel que nous ayons aussi, qu'on puisse embarquer également les enseignants dans cette affaire. Et ils l'ont été.
parce que c'est aussi pour une opportunité de transmettre un savoir à travers des outils nouveaux. Et comment font-ils pour se former? C'est-à-dire que c'est à la fois l'Éducation nationale qui leur propose des formations. Est-ce que la mairie aussi permettait des formations différentes pour les professeurs? Alors, les enseignants avaient déjà leur propre réseau Internet dans la ville. Ils pouvaient se raccrocher à des classes numériques déjà. Nous avions des classes qui permettaient d'avoir, au fond, un système d'outils d'ordinateurs, de mini-ordinateurs. Ces ordinateurs ont été remplacés par les tablettes. Donc, l'approche était déjà en place. On promeut beaucoup l'inclusivité à l'école, oui, au sein de l'école, si possible totale pour les enfants. On sait bien que la réalité, malheureusement, est tout autre. Est-ce que aussi cet accès aux écrans, aux tablettes pour ces enfants est une possibilité de promouvoir cette inclusivité? C'est une possibilité pour que, qui que soit, quelle que soit la situation de l'élève, quel que soit le quartier où il habite, quel que soit l'ensemble, quelle que soit la famille de laquelle il sort, il y ait une égalité, au fond, des chances pour chacun. Et au fond, c'est quelque chose d'uniforme, cette connaissance qui se diffuse pour tous ces élèves, est la même. Et donc, il n'y a pas de discrimination, au contraire, c'est assez inclusif, comme vous le disiez. Assez inclusif parce que là, on parle de 2 écoles qui sont des écoles publiques de la ville, 2 écoles qui sont pilotes. Lorsque vous dites que ça va s'étendre aux autres écoles de la ville, on parle uniquement des écoles publiques ou les écoles privées également sous contrat sont déjà dans ces dispositifs-là? Alors, ce sont les écoles publiques qui sont concernées. On n'a qu'une seule école privée sous contrat qui est une école maternelle. On n'en a pas d'autres. Et donc, nous sommes concernés par les écoles publiques. Mais ce système peut s'étendre à tous, bien entendu. Dès lors que l'école privée est sous contrat, il n'y a aucune raison que ça ne s'étende pas non plus. Alors, on parle évidemment du numérique. Forcément, on arrive à l'intelligence artificielle. Les écrans, les réseaux sociaux, cette intelligence artificielle qui peut faire peur. Est-ce que pour vous, c'est un frein à l'éducation? Je ne crois pas. Et je crois d'ailleurs qu'on ne peut pas résister aujourd'hui à l'intelligence artificielle. Il faut au contraire essayer de la maîtriser, de l'utiliser comme un outil qui est précieux. Et nous avons mis en place également des opérations, des systèmes qui permettent de mieux se présenter à l'oral, d'avoir au fond une expertise sur cette discussion que peuvent avoir des élèves entre eux. Et au fond, cette intelligence artificielle permet d'avoir des systèmes et des applications qui permettent de développer le discours, la pensée, le choix des mots, la gestuelle et le déroulement d'une pensée. Et ensuite, ces applications permettent de donner une notation à ces élèves. Il y a un rapport qui est fait et chacun peut s'améliorer à partir du moment où il sera devant une caméra, il aura fait un discours, il se sera exprimé et il aura séquencé son discours, il aura enrichi son vocabulaire, il aura essayé de traiter en profondeur le sujet qu'il souhaite développer, il aura une gestuelle, bref, un discours qui permet de l'art oratoire en quelque sorte. Et ça, nous le mettons en place aussi, non seulement dans les écoles, mais aussi au service information jeunesse de la ville. Oui, et puis dans les collèges et les lycées, ça va arriver. J'imagine, vous faites allusion, à Polymnia, qui permet effectivement de travailler l'aisance, l'oralité, notamment pour le grand oral des lycéens. Cela permet aussi de préparer les jeunes à la vie future, à leur rencontre avec leurs futurs employeurs. Absolument. Et ça permet aussi dans les quartiers un peu plus compliqués, les quartiers difficiles, les quartiers où il y a peut-être quelquefois un sentiment culturel un peu différent, et bien d'approcher également ces techniques et d'utiliser cet art oratoire pour donner à ceux qui sortent de ces quartiers, au fond, un outil de plus, dans la conviction qu'ils auront demain de convaincre et de retrouver un emploi également, donc de flécher un parcours. Un tournant doit être pris, donc il est pris chez vous déjà à Thiais. Est-ce que vous pensez que tous les villages et toutes les villes de France doivent prendre ce pli de l'intelligence artificielle? Je le souhaite, je l'espère. Vous pensez que ça ne peut pas faire peur? Pour vous, il n'y a aucune crainte à avoir, il n'y a aucun frein à la scolarité ni à l'éducation de manière générale? Je crois que non. Alors, il faut prendre encore une fois des précautions, borner les choses par des règles qui sont claires, mais s'adosser au fond au cadre réglementaire et législatif. Mais dès lors qu'on respectera ce cadre-là, ça peut être une chance de plus pour quiconque
de pouvoir se développer de manière harmonieuse et épanouie. Mais cela doit s'accompagner quand même d'une éducation au savoir, d'une éducation à l'information. On a beaucoup de fake news, on le sait aujourd'hui, on le voit, et même dans notre métier à nous, nous sommes bercés en permanence par les informations. On doit toujours chercher la source. Est-ce que c'est aussi ça qu'il faut enseigner aujourd'hui aux étudiants afin qu'ils puissent maîtriser l'intelligence artificielle de manière raisonnée? Précisément, l'intelligence artificielle permettra aussi à chacun d'avoir un sens critique. Parce qu'au fond, le problème, c'est le sens critique. Les fake news, le développement des réseaux sociaux, quelquefois est quelque chose qui défigure la pensée des gens et ne permettent pas d'avoir une relation très, très nette et très simple avec la vérité. L'intelligence artificielle permettra de développer le sens critique dont je parlais et permettra à des élèves d'avoir une ouverture beaucoup plus large sur une réalité qui ne sera pour eux plus contestable. En 2028, la ville de Thiais accueillera le temple de l'e-sport, dans le cadre du projet Parc en Seine. Alors l'e-sport, c'est des milliers et des milliers d'adeptes, pour ne pas dire plus. En France, on a assisté à des scènes assez dingues lors du Major à Bercy. Est-ce que c'est pour vous aussi une attractivité nouvelle pour la jeunesse de la ville? Non seulement 7 Français sur 10 aujourd'hui utilisent l'e-sport, nous avons des classes d'âge qui sont à 90% branchés sur tout ce qui est e-sport, technologies nouvelles et ordinateurs. C'est 8 milliards d'euros aujourd'hui en France, l'e-sport. C'est un développement qui d'ailleurs a permis au CIO, au Comité international olympique, de décider peut-être demain que l'e-sport deviendra un sport olympique. Mais c'est surtout une manière aussi de créer des incubateurs, de faire en sorte que ce soit vertueux et qu'il y ait sur le numérique des apprentissages, une façon d'éduquer les gens et de les amener au fond à cet épanouissement, cette réflexion personnelle. Une réflexion personnelle et puis aussi un accès à la culture, parce qu'on le dit quand même que cette industrie culturelle et créative, qui est aussi le e-gaming, c'est une façon de partager la culture de manière intergénérationnelle. Alors c'est créatif et culturel. Et donc chacun pourra, à l'aune justement de ces nouvelles techniques, être mieux connecté à ses voisins, aux autres, et c'est un partage de connaissances qui pourra se faire plus facilement. Merci beaucoup Richard Dallagnola d'être venu sur notre plateau. Vous êtes maire de Thiais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes également vice-président de la métropole du Grand Paris. Merci à vous d'être venu. Merci à vous. On marque une courte pause dans le Grand JT. On se retrouve tout de suite. De retour dans le Grand JT d'éducation, je suis ravie d'accueillir Christian Wassenberg. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Christian Wassenberg. Vous êtes co-directeur du livre « S'ouvrir à la complexité de l'école », publié chez Berger-Levrault. Alors, s'ouvrir à la complexité de l'école, avec un titre pareil, forcément, on s'attend à rentrer dans des perspectives extrêmement complexes de compréhension du monde de l'éducation, du monde de l'école en général. On a 1000 questions qui nous viennent en tête parce qu'effectivement, tout nous semble extrêmement complexe. On a peu de temps, malheureusement. Mais disons que pour comprendre cette complexité, j'aimerais venir, pour une fois, non pas d'abord à la cause, mais d'abord aux conséquences, si ce n'est aux manifestations de cette complexité. Quelles sont-elles aujourd'hui ? Bien, pour en venir peut-être directement à l'ouvrage et donc au premier texte de cet ouvrage, donc rédigé par Lucie Ohaillon, qui est professeure de sciences de la vie et de la Terre, parce que nous voulions entrer dans ces problématiques par la classe, si je puis dire. Donc, nous pouvons voir dans ce texte au moins 2 paramètres de complexité qu'elle nous cite. Le premier paramètre, c'est tout ce qui est relié au rapport des élèves au savoir. C'est-à-dire que, bien sûr, nous savons depuis très longtemps, nous disons de manière répétée que l'enseignant n'est plus seul détenteur du savoir, mais l'enseignant a un défi redoutable qui est d'aider l'élève avec tout ce qui lui parvient comme information, de trier ce qui est de l'ordre du savoir et ce qui ne l'est pas. Le deuxième paramètre,
de complexité, c'est peut-être la déstabilisation devant l'étendue des tâches éducatives. Et c'est Lucie Ohayon, l'autrice, qui emploie ce terme. Elle met derrière ce terme l'accompagnement à l'orientation, la lutte contre le décrochage, l'inclusion scolaire, c'est-à-dire le fait d'avoir à s'occuper d'enfants à besoins éducatifs particuliers. Et puis, bien sûr, elle met dans tout cela aussi tout ce qui peut survenir de par la porosité avec le monde extérieur à tout moment dans la classe et qui va être mis sur la table et qu'il faudra gérer dans cette espèce donc de tourbillon où les moyens semblent également lui manquer parfois et qui peut amener à une perte de sens. Voilà. Évidemment, énormément de tâches, hein, vous le dites, et on va un peu plus détailler tout cela ensemble, mais beaucoup de responsabilités, si je peux dire, sur le dos des enseignants, effectivement, notamment dans les pédagogies que vous venez de citer. Vous parlez aussi des périodes de rapports sur les comparaisons internationales, les évaluations permanentes faites sur les élèves et le climat scolaire auquel se sont ajoutées, et donc je vous cite toujours, les évaluations tous les 5 ans des écoles et des établissements. Cette responsabilité, justement, pour le personnel éducatif est bien trop lourde. Est-ce qu'il y a trop d'administratifs, trop de poids pesé sur les enseignants en permanence et pas assez de confiance, si je puis dire? Alors c'est une vaste question que vous posez là. Bien sûr, elle est abordée dans différents passages de l'ouvrage, mais il faut peut-être en revenir aux causes de cette difficulté, aux causes premières qui sont externes à l'école ou qui englobent l'école, c'est les effets de l'accélération du temps. Et bien entendu, ces effets d'accélération du temps vont produire toute la déstabilisation due à la puissance du numérique qui va très vite, mais aussi vont générer des demandes, y compris de notre administration, face à l'abaissement du seuil de tolérance, face aux réponses différées, face à l'attente, face aux résultats qui n'arrivent pas, etc. Donc ce qui met la pression, mais à tous les étages, sur des questions d'évaluation, vous les avez évoquées tout à l'heure, qui donnent lieu aussi à des consignes et des directives qui, dans leur continuité, parfois apparaissent comme contradictoires. Ah, on a perdu la connexion. Est-ce qu'on vous entend bien? Vous m'entendez bien, Christian Wassenberg? Pardon, on a été coupé quelques instants. Je vous en prie, continuez. Pardon. Je vous écoute. Alors, je ne sais plus où j'ai été coupé. Je parlais de la difficulté face à l'accélération du temps, de se donner un peu de temps, justement, alors que l'école est un lieu où le temps long devrait présider. Mais encore une fois, cette tolérance à l'attente, cette tolérance aux réponses différées, elle baisse de plus en plus. Donc, ce qui met les enseignants aussi, parmi d'autres, dans un tourbillon d'actions qui, parfois, les amène à perdre un peu le sens de ce qui leur est demandé. Christian Wassenberg, vous êtes à la fois donc co-auteur, co-directeur de ce livre, S'ouvrir à la complexité de l'école, mais également inspecteur général de l'éducation nationale. Donc vous connaissez ces problématiques d'évaluation. Vous êtes des deux côtés. Vous voyez à quel point les enseignants aujourd'hui sont dans une crise terrible, d'un manque de reconnaissance, ils le disent eux-mêmes, de la part des différentes politiques gouvernementales. Est-ce que c'est ça aussi qui déstabilise et qui rend cette école si complexe, pour reprendre le titre de votre livre? Alors sans doute, comme je l'ai dit, ça participe de cette déstabilisation, mais il y a aussi des pistes de réponse. Et je pense que l'administration de l'éducation nationale n'est pas insensible, bien entendu, à ces déstabilisations, et parfaitement consciente de ce qui se passe devant des élèves. Et donc, des solutions possibles apparaissent aussi dans notre ouvrage. Le premier paramètre est celui de l'acceptation de la complexité.
C'est-à-dire que, comme le dit un directeur, André Fernandez, à qui nous donnons la parole, il faudrait éviter de penser que la complexité est une fatalité et que nous ne pourrions rien faire contre. Donc il faut bien sûr identifier comment elle se manifeste, cette complexité, voir les causes, mais ensuite se dire, voilà, nous devons accepter cette complexité. Nous ne ferons là que traduire l'idée d'Edgar Morin qu'il a pu nous communiquer au fil de ses écrits. Le deuxième élément, et c'est sans doute un élément de réponse à votre question, c'est ne pas rester seul et donc promouvoir l'intelligence collective. Vous avez de nombreux articles dans notre ouvrage qui donnent des exemples et qui montrent comment on peut, malgré cette complexité, et sans doute à cause de cette complexité, se forger des voies lorsqu'on est en connexion, lorsqu'on se parle et lorsqu'on est en confiance les uns avec les autres. Il est évident que dans ce contexte-là, l'administration, et notamment les inspecteurs, moi j'étais inspecteur de l'éducation nationale avant d'être inspecteur général et inspecteur d'académie, je ne ressors pas tout à fait le même de cet ouvrage parce que je me dis, en lisant tel ou tel article, en voyant quel intérêt on porte à l'intelligence collective, à la création de collectifs où les gens se parlent en confiance, je me dis, mais est-ce qu'ils se parleraient avec autant de confiance en présence d'un inspecteur? Et que faut-il faire pour qu'effectivement l'inspecteur, donc le supérieur hiérarchique, mais pas seulement, trouve une place et puisse contribuer à cette réflexion, à cette construction en valorisant les enseignants. C'est une des pistes qui nous semble être absolument vitale dans ce combat, j'allais dire, contre cette déstabilisation due à des phénomènes qui sont souvent d'ailleurs extérieurs. Mais à vous lire, à vous entendre aussi, Christian Wassenberg, et aussi à entendre tous ceux que je reçois sur ce plateau, que ce soit des enseignants, des syndicats, des historiens, des sociologues, des spécialistes du monde de l'éducation, des experts, ceux qui y travaillent, des inspecteurs comme vous, effectivement, chacun a envie de faire en sorte que l'école et tout d'un coup cette interdépendance fonctionne, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui dérape. Et d'ailleurs, ce mot interdépendance, vous l'utilisez très très vite dans votre ouvrage, et vous parlez de cette problématique qui peut être une solution, mais qui pour l'instant est envisagée comme une problématique. Oui, c'est parce que c'est difficile, parce que justement c'est complexe. Il faut éviter les réponses simplistes. Évidemment, la tentation est grande. Et nous voulions aussi, par cet ouvrage, éviter toute forme de polémique. Parce qu'il est bien entendu, tout ce que vous dites est vrai et c'est du ressenti, c'est du constaté. Mais il y a des pistes qui relèvent de la prise en compte de l'intérêt général et donc qui est un rendez-vous éthique quelque part avec sa profession. Et d'ailleurs, dans le deuxième chapitre de notre ouvrage, Luc Ria, professeur d'université, et Marie-Christine Masse, enseignante du second degré et doctorante, essayent de caractériser 4 complexités de l'acte d'enseigner et en les considérant, on voit bien qu'on a là des éléments de complexité qui ne relèvent pas forcément de l'actualité, qui sont des éléments beaucoup plus pérennes, comme par exemple l'écart entre le réel et le prescrit. Ça n'est pas nouveau, c'est réellement une complexité du métier d'enseignant. Ensuite, tout ce qui est implicite dans l'acte d'enseigner est également quelque chose de plus pérenne. Et bien sûr aussi le fait que tout acte d'enseignement ne débouche pas directement sur un apprentissage, ça aussi c'est quelque chose de plus pérenne. Et Geneviève Guilbin, dans l'article d'après, sur le fait qu'il ne faudrait pas considérer que l'éthique profonde du métier soit totalement bouleversée
par la modernité des évolutions que j'ai évoquées tout à l'heure. Il y a des choses pérennes, il y a des invariants, il faut se les rappeler aussi, pour rassurer les enseignants aussi. J'entends Christian Wassenberg. Malheureusement, on n'a plus de temps parce que vous êtes bavard et je le comprends. Et moi aussi, j'ai envie de vous poser 1000 questions, mais le temps nous est imparti. Malheureusement, on ne peut pas. Mais je vous recommande donc vivement de lire le livre « S'ouvrir à la complexité de l'école ». Voilà ce livre qui s'affiche à l'écran. Vous avez donc co-dirigé ce livre, Christian Wassenberg. Et j'espère vous accueillir sur ce plateau pour pouvoir parler plus longuement du coup, de débattre sur un des sujets, un angle, il faudra en choisir un, ce sera complexe, de l'école et de l'éducation en général, notamment de l'information peut-être et du savoir dont vous parliez au tout début. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau, Christian Wassenberg. Merci. Merci. Tout de suite, on va retrouver Guillaume Buan pour sa chronique. Guillaume, comme tous les lundis, place à votre rendez-vous Lumière Sur. C'est l'événement sportif de l'année, les Olympiques de Paris 2024, évidemment. Alors arrêtons-nous sur l'histoire des JO et surtout sur cette fameuse flamme. Effectivement, c'est un voyage dans le temps que je vous propose. Il y a environ 3000 ans, dans l'Antiquité, les Jeux Olympiques, bien qu'avant que nous les connaissions, se déroulaient en Grèce à Olympie tous les 4 ans. Et durant 12 siècles, le sanctuaire d'Olympie a géré son organisation. Il faut savoir qu'Olympie n'a jamais été une cité ou encore une ville, mais plutôt un lieu dédié à la divinité, longtemps associé à un dieu et à Zeus. Aller à Olympie, c'était comme faire un pèlerinage envers Zeus, mais c'était aussi concourir dans des épreuves sportives. Les différentes cités du pays envoyaient des athlètes. C'était le cas d'Athènes ou encore de Sparte, 2 cités rivales qui étaient constamment en confrontation. Ça peut vous parler, petite référence cinématographique, pensez à Troie notamment. Mais pourquoi envoyer des athlètes? La réponse de Sylvain Boucher, il est historien et spécialiste des Jeux Olympiques. Ça permettait en fait aux différentes cités qui habituellement combattaient de se retrouver sur un autre terrain, sous la présidence, entre guillemets, de Zeus, de se rencontrer et puis de se mesurer autrement. Et voilà pourquoi aussi on parlait de trêve sacrée, qui permettait tout simplement, d'un point de vue organisationnel, de se déplacer tranquillement sur le territoire de la Grèce, sans avoir peur de se faire attaquer par une cité adverse. Alors pour les épreuves, vous aviez donc de l'athlétisme, que ce soit la course, le lancer de disque, le lancer de javelot, des courses hippiques. Là aussi, à la fin, il n'y avait qu'un seul vainqueur. Écoutez. Celui qui gagnait aux Jeux Olympiques était, dans l'imaginaire des Grecs, choisi par Zeus. Voilà d'ailleurs pourquoi il n'y avait pas de premier, de deuxième ou de troisième médaille d'or, d'argent et de bronze. Il n'y avait qu'une seule couronne, qui était une couronne d'olivier, parce que Zeus ne pouvait choisir que le meilleur, pas le deuxième. Ça, c'est une petite différence, évidemment, avec les Jeux contemporains. Alors, outre le sport, le site était également peuplé d'élites. Les différentes cités se déplaçaient à Olympie, des poètes, des philosophes, des historiens. Concrètement, si vous aviez quelque chose à dire, si vous avez une information à partager, il fallait se rendre à Olympie. Après, cette information, elle faisait tout le tour de la Grèce. Je suis allée d'ailleurs. Voilà, j'ai des choses à dire. Alors, ça, c'était pour les JO avant et pour les JO dits modernes. Eh bien, cela, on le doit à un homme, Pierre de Coubertin, un Français donc, né en 1863 à Paris. Et pour tout comprendre, il faut se replonger au 19e siècle. Il y a la naissance en fait de ce qu'on va appeler le sport moderne, la pratique moderne sportive, et qui d'ailleurs est intégrée dans les établissements scolaires. Le 19e siècle voit aussi la redécouverte du site d'Olympie, parce qu'en fait, Olympie avait disparu, c'est-à-dire que vers l'an 1000, plus personne sur la planète n'était capable de dire « Tiens, Olympie, c'est ici où je me trouve ». Des archéologues allemands d'ailleurs, qui vont majoritairement fouiller le site d'Olympie. Donc on en parle beaucoup. Et puis le 19e siècle, c'est aussi le siècle de la révolutions industrielles, avec leur spectacle qu'on appelle les expos universelles, c'est-à-dire mettre en scène le monde. Et là, vous avez tous les ingrédients qui sont passés dans la tête de Pierre de Coubertin lorsqu'il décide de restaurer les Jeux Olympiques.
Et c'est ainsi qu'en 1894, Pierre de Coubertin tient donc un grand discours à la Sorbonne à Paris. Il annonce la création à nouveau des Jeux Olympiques modernes. Donc, création également du CIO, le Comité International Olympique. Le français qui reste également aujourd'hui l'une des langues officielles des Jeux. Et les premiers Jeux Olympiques de l'ère moderne vont se tenir comme un symbole à Athènes en 1896. Mais cela n'a pas été sans mal. Au contraire, la Grèce voulait que les épreuves se passent tout le temps à Athènes. Et puis 20 ans après, on a un autre conflit qui peut vous parler, là aussi la Première Guerre mondiale. Alors il va tout faire pour pérenniser ces JO. C'est pourquoi il va d'ailleurs déménager le siège du CIO en Suisse, à Lausanne. Il fallait un terrain neutre. Déjà à l'époque, la Suisse était neutre. Évoquons aussi bien sûr un autre symbole de ces JO, la flamme que l'on a vu arriver merveilleusement à Marseille sur le BM. Effectivement. Et oui, la flamme, il y en avait à l'époque dans les sanctuaires d'Olympie, un côté religieux, un côté divin, mais pas de flamme olympique, puisque la toute première flamme olympique, eh bien, on la doit justement à cette invention contemporaine à Amsterdam en 1928. Elle n'a pas été allumée à Olympie, mais elle a été allumée dans le stade. Idem également lors de Los Angeles 1932, mais c'est tout simplement en 1936 à Berlin que le relais est mis en place, comme on le connaît aujourd'hui. Rappelons que nous sommes au cœur du Troisième Reich et qu'il y a déjà 3 ans qu'Hitler est au pouvoir. Écoutez Sylvain Boucher. Le premier relais de la flamme olympique, c'est une invention de Berlin 1936. C'est-à-dire que la première fois on a vu la flamme être allumée à Olympie, c'est vraiment pour Berlin 1936. La stratégie, en fait, c'était pas du tout pour honorer l'olympisme. Non, en fait, la vraie stratégie, elle est autre. C'était vraiment de la propagande. C'était connecter, en fait, le monde ancien, à savoir le monde grec, à ce pôle moderne que le Troisième Reich a voulu créer autour de Berlin et surtout autour de la personnalité d'Adolf Hitler. Donc, comment connecter ces deux espaces? Eh bien, il y a eu cette idée de relais de flammes qui servait vraiment l'idéal du régime nazi, il faut dire vraiment les choses. Alors depuis cette date, toutes les Olympiades ont vu la flamme allumée à Olympie avec un relais jusqu'au pays qui accueille l'édition. Actuellement, vous le en parliez, c'est la France qui accueille cette 33e Olympiade de l'ère moderne pour les Jeux d'été. La première torche du relais de la flamme a été allumée le 16 avril dernier à Olympie. Elle a quitté la Grèce à bord du Belém, ce fameux 3 mâts. Elle est arrivée en France jeudi dernier à Marseille avec l'allumage de la vasque. La flamme qui est passée également aujourd'hui du côté de Montpellier, de Sète et de Millau. Demain, direction la Corse et Bastia pour une arrivée le 26 juillet prochain avec la cérémonie d'ouverture, on le rappelle, sur la Seine. On attend quand même 206 nations, 10 500 sportives, hommes et femmes de manière égale. Et puis d'ailleurs, si vous êtes du côté de Cannes, le festival va s'ouvrir demain et la flamme, elle va monter les marches du festival de Cannes avec un athlète paralympique, Arnaud Assoumani. Ce sera le 21 mai prochain. Les images étaient vraiment somptueuses. C'est pour ça qu'on en a profité encore. Il faut suivre, ça y est, vraiment, on voit le bon côté des JO arriver. Ça y est, enfin, nous Parisiens qui étions un petit peu tendus. Merci beaucoup Guillaume. Tout de suite, je vous laisse découvrir l'invité de la semaine de Malika Ménard dans Souvenirs d'écoliers. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écoliers. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie pour moi sur son enfance et sa scolarité. Avec moi cette semaine, Paola. Bonjour Paola. Bonjour. Alors, tu es chanteuse. Oui. Le grand public t'a découverte à l'occasion du retour de la Star Academy, il y a maintenant 1 an. Tu avais été éliminée au moment de la semaine des duos. Oui. Et depuis, tu as sorti plusieurs titres, dont le dernier, Belle, il y a quelques semaines. Et on regarde tout de suite un extrait du clip. Ce soir, je me fais la belle. Loin de tout ça, je me ferai belle, trop belle. Rien que pour moi, ce soir, je me fais la belle. Loin de tout ça, je me ferai belle, trop belle. Rien que pour moi. Alors, est-ce que tu es satisfaite du résultat ? Ouais, je suis contente. J'ai des beaux retours. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui s'identifient et c'est ma plus belle récompense, je pense. Donc non, je suis plutôt contente. C'est un beau début. Comment tu vois la suite ? Je continue de faire de la musique et de faire ce que j'aime et voir comment ça prend. J'évite de me poser trop de questions et voir trop loin. Même si dans la vie de tous les jours, je fais plutôt l'inverse. Mais là, par rapport à mon projet, j'essaie de vivre au jour le jour et de faire ce que j'aime surtout. Est-ce qu'il y a des concerts de prévus ? Ouais, il y a un premier concert de prévu là, le 30 mai aux Étoiles, qui est complet, et puis un deuxième le 6 novembre. Aux Étoiles, c'est à Paris, le 10e ? Oui, je sais pas l'arrondissement, je suis nulle, mais ouais, c'est à Paris. D'accord. Les Étoiles après, Café de la Danse, donc des concerts à Paris. À Paris, ouais.
Et dans les prochains mois, tu regardes pas aussi loin, t'as dit. En fait, c'est que je pense que c'est une sorte de petite protection que je me mets en me disant, ok, te mets pas trop de... j'ai des rêves, évidemment, mais je suis plus en mode satisfais-toi de ce que t'as et c'est déjà c'est cool. pas mal déjà. C'est déjà beau ce que je vis, donc ouais, carrément. Et alors, on va totalement arrêter de se projeter dans le futur. On va faire un petit flashback, on va regarder en arrière. Pour commencer, où est-ce que tu as grandi ? J'ai grandi à Angers, plus précisément à... Donc Angers, c'est la grande ville plus connue, mais à Châteauneuf-sur-Sarthe. Voilà. Pas facile à placer. Une demi-heure. Un petit peu de temps. Ouais, c'est ça. Mais que je porte dans mon cœur, petit village où j'ai grandi. J'ai fait mon école primaire et le collège là-bas. Et tu vis toujours à Angers ? Et là, je vis à Angers toujours, ouais. Ton enfance là-bas, c'était comment ? C'était chouette. J'ai une très belle enfance, un entourage familial adorable. Et non, franchement, j'en ai que des bons souvenirs. Que des bons souvenirs ? Ouais. Donc on peut dire que tu as eu une enfance heureuse. Ouais, franchement, ouais. T'avais des frères, des sœurs ? Ouais, j'ai 3 frères et sœurs. Et là, j'ai un frère de cœur. Voilà, on est famille d'accueil. Et donc, vous êtes famille d'accueil en plus ? Oui, ouais, ma maman est famille d'accueil, est assistante familiale. Et donc, on est famille d'accueil. Donc elle avait 5 enfants à la maison ? Là, non, c'est récent. Ça fait 5 ans qu'elle fait ce métier-là. Donc, nous, on est, avec mes frères et sœurs, on n'était plus du tout enfants. On était adultes. Donc, Quelle relation tu avais avec justement tes frères et sœurs en grandissant ? On est très fusionnels, déjà, on est très proches en âge. Mon frère, donc moi je suis la deuxième, j'ai ma sœur qui a 3 ans de plus que moi, mais sinon on est tous... mon frère derrière moi est arrivé 18 mois plus tard, ma petite sœur a pareil, donc non, on a tous été toujours proches. Et à 4, en fait, c'était un peu ça, on formait une petite équipe, quoi. Un vrai clan, quoi. Carrément. Pas besoin d'autres amis, limite. C'est presque ça. Je me suis fait la remarque quand on partait en vacances en camping. J'en parlais avec des copains la dernière fois. Et en fait, on se suffisait, quoi. Alors, on paraissait un peu asocial parce qu'on était dans notre petit coin, mais on se suffisait vraiment. On pouvait faire une équipe de foot, 2 contre 2. En fait, on pouvait vraiment... de foot. Un semi-foot, quoi. Un mini-foot. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Paola, pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci Malika, on se retrouve demain bien entendu. Et tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. On vous pose assez rapidement un appareil auditif et contrairement à ce que peuvent imaginer, alors aussi bien les personnes malentendantes d'ailleurs que les personnes valides, c'est pas une libération tout de suite. Pas du tout. Quand je suis sortie de cette boutique pour la première fois, c'est là où il y avait mon audioprothésiste, j'étais complètement choquée parce que je me suis rendu compte qu'en fait, j'entendais pas depuis 8 ans. Et donc j'ai découvert les bruits d'oiseaux, les bruits de voitures. Et c'était juste incroyable comme sensation, mais en même temps, j'étais complètement apeurée. C'est pour ça qu'au début, je les portais pas, quasiment pas. Vous dites c'est insupportable au début. Ah ouais, il y a des choses qui sont bien, c'est de la découverte, donc c'est de la surprise, de la bonne surprise. Mais il y a le côté aussi très dur, c'est très fort, et donc il faut du temps pour le cerveau de s'habituer, donc c'est pas facile tout de suite. Et ce sera la même histoire quand on vous posera des implants cochléaires. Pareil, et d'ailleurs il y a débat, et il y a des personnes qui préfèrent ne pas s'en faire poser. Vous là-dessus, vous dites de toute façon chacun fait... voilà, vous ne militez pas pour un système plutôt que pour un autre. Pas du tout, moi je suis pas dans l'encouragement de le faire. Moi je pense que c'est très personnel, je pense que c'est un petit peu comme toute chirurgie ou quoi. Je pense qu'on a toutes nos propres expériences, nos propres ressentis. C'est pour ça que pour moi, ça a vraiment changé ma vie. Mais pour autant, je vais pas dire à quelqu'un fais-le. Ça dépend vraiment de sa vie, donc c'est vraiment un choix qui est très très personnel. Donc vous agissez aussi à travers ce programme, et notamment 3D Expérience EDU, dans les lycées pour justement faire la promotion de ces métiers techniques et ingénierie auprès des jeunes filles. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, on a des partenariats avec 40 000 écoles dans le monde, 8 millions d'étudiants. Parce qu'en fait, on est un acteur de l'éducation depuis le début, depuis les années 80, parce qu'en fait, comme on disruptait vraiment les métiers dans l'industrie avec nos solutions, l'enjeu, c'était de former le plus tôt possible à nos solutions. Donc au départ, c'est des partenariats avec les écoles d'ingénieurs. Et en fait, on voit que de plus en plus, effectivement, des écoles d'ingénieurs, on a fait des partenariats avec les lycées, des partenariats avec les collèges, et aujourd'hui, on regarde des partenariats avec l'école primaire. Parce qu'en réalité, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, pour attirer plus de filles dans les métiers scientifiques et techniques, il faut intervenir le plus tôt possible, dès la primaire, en réalité. Je lisais ce matin encore une étude du ministère de l'Éducation qui disait que c'était dès le CE1 que les filles commençaient à avoir un niveau inférieur aux garçons en mathématiques. Il faut lutter contre ça. Il n'y a aucune raison
physiologique, on le sait, que les filles aiment moins les maths que les garçons. Donc il faut massivement réorienter les filles vers les mathématiques. Et ça, c'est vrai que nous, on a ce parti pris d'entreprise, ce positionnement pour aider à le faire. Mais on ne peut pas le faire seul. Et puisqu'on parle de bien-être, quelle est l'approche de Brest quant à la lutte contre le harcèlement à l'école ? Alors, on fait partie du projet phare et ce qu'on a vraiment insisté, c'est que nos animateurs et nos équipes municipales soient formés comme les enseignants. Là, on est en train de partir aussi sur les crèches, c'est-à-dire qu'en fait, vraiment, ce projet phare Éducation nationale, où on met l'enfant en dialogue et avec une méthodologie qui est assez intéressante. L'intérêt, c'est que d'habitude, on a tendance de former que les enseignants. Puis les villes vont former que l'animateur. Là, l'intérêt, c'est que tout le monde travaille ensemble avec les mêmes outils pour l'intérêt de l'enfant. Et ça, c'est ce qu'on a trouvé assez fortement. Et c'est pas que la seule formation, aussi la formation égalité filles-garçons. On a formé nos ADSEM avec les enseignants, ce qui fait une équipe éducative globale et pas juste, ou nos animateurs, pas juste l'éducation nationale. Oui, c'est harmonisé. Et voilà, ça s'harmonise, ce qui fait que l'enfant est pris dans sa globalité et pas juste... le temps scolaire, ça regarde le temps scolaire, le temps de la ville, regarde le temps de la ville. C'est ça la complexité, c'est que même quand on rentre dans le milieu du travail, on a tendance à se dire je vais le cacher pour pas que ça se sache ou pas que personne me mette dans une case ou quoi. Sauf que le problème, c'est que du coup, on génère une certaine fatigue, on va au bout de nos limites et du coup, après, on se déconnecte totalement. Donc c'est hyper dommage que votre directeur en fait pense que c'est parce que vous n'en avez rien à faire de ce travail, alors qu'en fait, c'est juste que vous êtes complètement fatigué. Vous avez juste besoin de quelques aménagements. C'est pour ça que moi, je pousse les personnes à en parler. La fatigue, c'est absolument fondamental parce qu'il y a effectivement les difficultés d'audition, mais on le voit ici sur ce plateau que vous compensez largement à la fois avec la lecture labiale et avec ces implants cochléaires. Mais donc au fond, alors c'est déjà difficile en soi, mais le plus dur, c'est que c'est épuisant. C'est épuisant. Comme plein de handicaps d'ailleurs, mais c'est épuisant. C'est ça. Et puis c'est un peu c'est difficile parce que par exemple moi j'ai tendance à beaucoup faire comme si ne rien n'était. Donc je vais avoir tendance à sourire tout le temps et être là comme si j'avais aucune difficulté. Puis ou en fin de compte, en fin de journée, je suis épuisée, j'ai une migraine. C'est pour ça que c'est important de se connaître et je pense que ça le fait avec le temps, de se connaître et savoir un peu les limites pour anticiper aussi la fatigue. Sachant, je vous cite, que le problème quand on a un handicap invisible, en tout cas pour moi, dites-vous, c'est qu'on a tendance à vouloir être comme tout le monde, parfois même sans faire exprès. C'est ça. Et moi, ça m'est arrivé dans le monde du travail. C'est que pour autant, je l'ai dit, mais je ne connaissais pas mes limites et je ne savais pas trop. Je voulais vraiment faire comme si je gérais la situation. Et puis ça m'a rattrapée au bout d'un moment. Un jour, je ne me suis pas réveillée un matin et c'était pas forcément pris comme. Je ne pouvais pas dire j'ai pas entendu mon réveil. Il y a un petit sujet sur les réveils quand même, Rose, si je vous ai bien lu. Non, alors, franchement, je suis arrivée tout le temps à l'heure, mais ce jour-là, j'ai vraiment pas entendu. Et je me dis, mais comment faire croire. Comment dire à son directeur qu'on n'a pas entendu un réveil, c'est juste pas crédible, quoi. Vous avez peut-être un peu de mal aussi à échanger avec le gouvernement sur ces sujets pourtant essentiels d'inclusion des jeunes filles, des mathématiques. On l'a vu avec la réforme du bac qui a supprimé les cours de mathématiques, notamment au lycée. On a quand même un peu l'impression qu'aujourd'hui, et on les reçoit quotidiennement sur le plateau de l'École du Futur, que ce sont les start-up et les grands groupes qui un peu prennent malgré tout la place de l'État. Est-ce que c'est aussi votre constat que vous venez pallier un besoin aujourd'hui à la place des politiques ? Donc oui, le besoin, il y en a un. Nous, une fois encore, on a un besoin de recrutement. On est une entreprise, donc on a un besoin de recrutement. On a un besoin de recrutement de jeunes filles. Est-ce qu'on vient pallier à l'État ? Je ne dirais pas ça. Par contre, est-ce qu'on a besoin d'une action collective, un start-up, entreprise, État ? La réponse est oui, évidemment oui. Parce que les réformes qui doivent être entreprises sont profondes. Nous, ce qu'on peut faire en tant qu'entreprise, c'est vraiment de travailler plutôt en mode projet. Donc, comme je le disais, en mode projet avec quelques écoles, avec quelques professeurs champions, qui passent du temps, qui passent du temps à se former sur nos solutions, qui passent du temps à développer des programmes innovants. Donc moi, je salue ici justement le travail des professeurs. On travaille au quotidien avec eux. Ils font un travail difficile et très essentiel. Donc moi, je suis... Alors ça aussi, un message pour la valorisation vraiment plus importante du métier d'enseignant à
tous les niveaux. Et c'est vrai que du coup, on a besoin, parce que nous, une fois encore, on peut travailler comme mode projet. On n'est pas là pour faire des réformes d'État. Or, ce dont on a besoin, c'est de massifier la culture scientifique et technologique, et ce, dès le plus jeune âge. On arrive dans une société aujourd'hui où, il y aura un besoin d'emploi massif, et qui c'est un facteur de compétitivité pour les pays, de profils scientifiques et techniques. On voit qu'on n'arrive pas, alors vous l'avez dit, la réforme des maths, c'est une catastrophe aussi, là, pour ce qui arrive aujourd'hui, on le voit dans les écoles d'ingénieurs, on arrive à un creux. Et pour moi, il ne s'agit pas simplement de réintroduire les maths. Il s'agit vraiment d'une réforme profonde pour construire une société scientifique et technique. Pourquoi ? Pas simplement pour faire des produits, mais parce qu'aujourd'hui, finalement, moi je le considère aussi, alors ça je parle peut-être un petit peu plus à titre personnel que pour l'entreprise, mais on a besoin de réintroduire du raisonnement dans nos modes de pensée. On est dans des sociétés qui deviennent très émotionnelles et pourtant des sociétés très technologiques, mais on a besoin que les enfants, les jeunes se remettent dans un système de compréhension du monde et d'imaginaire d'un monde futur souhaitable. Et pour ça, il faut du raisonnement pour comprendre l'existant et pas simplement l'absorber. Et pour ça, il faut aussi une capacité d'imagination. Et ça va aussi avec des capacités d'innovation. Dans votre plan éducatif local, quelle est l'importance de la restauration scolaire et est-ce que le bien-être rime, parce qu'on parlait de bien-être tout à l'heure, rime avec une cantine bio et surtout abordable? C'est surtout le social qu'on a vraiment envie de mettre en place. Le maire de Brest insiste là-dessus fortement et a raison, puisqu'avec les crises, c'est encore plus complexe. Donc ça fait plus de 20 ans, en fait, notre cantine scolaire est gratuite pour les enfants les plus fragiles. Donc voilà, pas tous les enfants, il y a une tarification sociale et elle est gratuite. Donc ça représente à peu près 20% des enfants sur Brest qui ont la gratuité et une trentaine de pourcents qui mangent pour moins d'1 euro. C'est un vrai choix politique, ça, parce qu'on imagine. C'est un vrai choix politique parce qu'on pense que il faut que c'est le premier besoin des enfants, il faut manger et c'est des fois le seul repas de la journée. Voilà. Ouais. La deuxième axe, c'est l'éducatif. Je veux dire, le temps du midi, ce n'est pas juste un temps où on nourrit l'enfant, c'est bien effectivement comment se nourrir et c'est des enjeux importants aujourd'hui pour l'enfance et pour les familles. Quand on voit que les enfants prennent du poids de plus en plus, sont en obésité, ne savent plus mâcher parce qu'aujourd'hui ils sont dans le hamburger et compagnie, donc tout ce qui est mastication, c'est d'une complexité aussi et il faut leur apprendre. Et donc du coup, nous on est plutôt dans l'éducatif et l'éducatif au goût. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a préparé cette édition. Aujourd'hui à la réalisation, c'est Angèle Jean-Girard, le son Héloïse Merlin, le maquillage Laure Audemont, Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Merci beaucoup Guillaume également d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous retrouve bien entendu cette semaine. Oui, tout à fait. Demain, vous savez déjà ce que vous faites ou pas? Oui, on va se rendre en Asie où il a beaucoup plu et ça a impacté bien l'éducation, les écoles et tout. On fera un go point de pan. Bon, très bien. Merci beaucoup Guillaume. Merci à vous tous et très bonne soirée. Ciao. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Micro.